Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardon, vous pouvez répéter? Non mais sans le masque. Une chambre, s'il vous plaît. Ah, je vois. Il y a une chambre maritale dans le fond. Ah non, pas du tout, non, on n'est pas Il y a comme ça. il y a hein, méprise, non. Les gens après ils font ce qu'ils veulent. Oui, hein, chacun voilà. chacun est libre Libre de faire ce qu'ils veulent, voilà. faire ce Mais qu'il veut, bon, quoi. après, on n'est pas libre ensemble si vous voulez, mais enfin, voilà, séparément. Voilà, en tout cas, alors, du moins, tout bien, hein. tout honneur, attention. Non, en réalité, en fait, c'est mon scribe. Ah, c'est une bonne situation ça, Skrill. Mais vous savez, moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, ce serait tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne En pouvais fait, pas bouger. Je m'en fous. Venez, je vais vous montrer où est la chambre. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Attends, pourquoi tu parles au quatrième mur? On va parler de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan est une créature qui a tué une centaine de personnes entre 1764 et 1767. Ah ouais, quand même. En dehors des mystères entourant la créature, elle est devenue célèbre notamment avec le battage médiatique des journaux de l'époque. Une centaine d'articles en quelques mois. Ah ouais, quand même. T'es facilement impressionnable, toi. Au point de franchir les frontières, car les Anglais se foutaient royalement de la gueule des Français, incapables d'attraper un simple loup. Mais ce n'est pas un simple loup. Le roi a d'ailleurs fait appel à plusieurs chasseurs ainsi que l'armée pour la vaincre. Pour vous donner une idée de la difficulté de l'enquête, j'ai changé plusieurs fois d'opinion car il y a toujours un élément qui me faisait préférer une théorie à une autre. On commence avec la théorie la moins plausible selon moi. Si vous n'avez pas vu les films Le Pacte des Loups et La Bête du Gévaudan de 2003, sachez que je vais spoiler ces films car ils sont inspirés de cette théorie. En 1936, le roman d'Abel Chevalet désigne Jean-François Charles, comte de Morangiès, comme coupable. Théorie qui a également été reprise dans les films Le Pacte des Loups en 2001 et dans La Bête du Gévaudan en 2003. Sauf que cette théorie n'est basée sur aucune preuve, elle repose uniquement sur des conspirations de complot et les scientifiques ont toujours rejeté cette hypothèse. En réalité, la théorie sur Morangiès vient d'une théorie plus ancienne. En 1911, un gynécologue, vous savez, c'est les mecs qui font... Bon, en vrai, je sais pas ce qu'ils font. Bref, un gynéco accuse des sadiques recouverts de peau de loup d'avoir commis ces atrocités, notamment parce qu'il s'agissait d'enfants et de femmes. Les corps étaient parfois dénudés, les vêtements éparpillés et les têtes tranchées. Pour le coup, c'est une théorie qui tient plutôt la route, mais elle ne s'explique pas à elle seule. 10 ans après que la bête ait été tuée, un homme surnommé Lentroll est inculpé du meurtre et du viol d'une certaine Berniquette. Chérie, je sais comment on va appeler nos gosses plus tard. Il l'a attaqué en portant une peau de mouton assez grossière et a été identifié. Cette supercherie a été reprise dans le film de 2003, La Bête du Gévaudan. Dans cet exemple et dans la théorie du gynéco, il y a des aspects qui ne collent pas. D'abord, un homme ne peut se fondre aussi rapidement qu'un animal dans la nature. Ensuite, les rescapés de la Bête du Gévaudan évoquent clairement une créature. Certes, ce sont des pécores. Mais tout à fait. Mais si les pécores sont capables de reconnaître un mec qui porte une peau de mouton, ils pourront le faire aussi avec une peau de loup. Donc enlève ce truc, tu es ridicule. T'es pas marrant. Avant de continuer nos spéculations, il convient de vous exposer certains faits, afin d'étayer votre connaissance sur l'affaire. En l'an de grâce 1765, Louis XV en a plein le cul de cette affaire. Il a envoyé un premier chasseur qui ne parvient pas à attraper la bête. Aussi, il envoie un second chasseur. Ouais, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Quelque temps après, François-Antoine entend parler d'un gros loup. Il lance une nouvelle battue et abat l'animal. Il doit lui tirer plusieurs coups de chevrotine, mais parvient à abattre un très gros loup. Les paysans des environs confirment qu'il s'agit de la bête. François le fait empailler et le fait analyser par Monsieur de Montluc. Si t'enlèves de lettres, ça fait mon cul. Bref, la créature empaillée est transférée à Versailles, le roi l'expose dans son jardin et ordonne aux soldats de remballer les Gaules. La bête est morte, fin de la vidéo. En fait, non. Car quelques jours plus tard, Monsieur de Montcu... Monsieur de Montluc renvoie un courrier disant grosso modo y a des nouvelles attaques de monstres, ça pue. On organise une nouvelle battue et Jean Chastel y participe. Il tue alors la bête mais ce n'est pas un loup, c'est un animal qui lui ressemble beaucoup.
Suite à cela, on l'empaille et on envoie l'animal à Versailles, qui ignore plus ou moins cet exploit. Cependant, les attaques cessent définitivement, la bête a donc bien été vaincue. Donc ça, ce sont les faits. Voici maintenant la première théorie sur la famille Chastel. Dans les œuvres de Chevalet et Pourrat, les auteurs accusent Morangiès, mais incriminent également Antoine Chastel, le premier fils de Jean Chastel. Selon leur roman, il aurait fui très jeune le pays et a été emprisonné puis émasculé par des pirates musulmans. Durant son séjour en Afrique, il aurait dressé et ramené une bête en France afin de perpétrer ses meurtres sous l'égide du comte de Morangiès. Cette théorie a été complètement révoquée par des chercheurs. En effet, Antoine avait 14 ans au moment des faits. C'est un peu jeune pour avoir vécu autant de choses en Afrique. Et surtout, il a eu 5 enfants, donc il avait encore ses bijoux de famille. Même si Antoine est innocent, la théorie d'un animal exotique est intéressante. En effet, en 1764, l'évêque de Mendes évoque une bête féroce inconnue dans nos climats. Selon les faits, la bête est dotée d'une incroyable agilité et est capable de sauter par-dessus des murs infranchissables pour un loup. Physiquement, elle a une grosse tête avec un museau de veau, un poil rougeâtre avec une crinière de bourre au niveau du col, une queue large, longue et touffue. Elle court en bondissant et chasse le ventre à terre. Enfin, elle attaque en plein jour et, lorsqu'elle rencontre une résistance, elle recule avant d'attaquer à nouveau. Un peu comme si elle jouait avec ses victimes. Ça ne vous rappelle pas un animal, ça? Non, pas lui, parce qu'il est trop petit et trop heureux. Mais certains avancent la théorie d'un fauve, comme un puma, un tigre, un lion ou encore un lynx. D'ailleurs, on appelle les lynx des loups cerviers. Il faut savoir que les mangeurs d'hommes chez les animaux sont rares. Cependant, les pumas sont connus pour attaquer souvent les hommes, les tigres et les lions beaucoup moins. Mais c'est une proie plus facile que le bétail, comme les antilopes ou les cervidés. Le capitaine Duhamel décrit la bête comme un animal monstrueux, progéniture d'un lion. Après, les pécores du coin savent décrire un lion, même s'ils connaissent peu les animaux d'Afrique. C'est comme une souris, mais en plus africain, quoi. Et là vous allez me dire, mais attends, si Antoine est innocent, comment un animal exotique aurait pu se retrouver en France? Et comment un animal exotique aurait pu se retrouver en France? Ah, merci spectateur attentif. Il s'avère qu'à l'époque, on importait des animaux exotiques afin de le présenter dans les foires. Et notamment, il y en avait une près d'Avignon, au sud de la région du Gévaudan. Le problème est qu'on n'a retrouvé aucun cadavre de fauve dans la région. Et je rappelle que Jean Chastel a tué une créature ressemblant à un loup, et non à un félin. Suite à cela, les attaques ont cessé. Donc c'était probablement la vraie bête qui est morte à ce moment-là. Justement, on va parler un petit peu de Jean Chastel. Cette théorie repose sur des éléments relativement curieux autour de la mort de la bête abattue par Jean Chastel. En effet, seulement 12 hommes ont réalisé cette ultime battue dans une forêt très vaste. La probabilité de tomber sur la créature qui a mis en échec l'armée pendant plusieurs années est très infime. De plus, cette bête a été tuée par le devant, dans des conditions laissant à penser qu'elle connaissait son chasseur. Roger Houlion avance l'hypothèse que Jean Chastel et ses fils ont élevé une portée de plusieurs animaux afin de les dresser pour tuer. Pris de remords, il aurait assassiné cette dernière bête, marquant la fin du massacre. Cette théorie est intéressante, mais aucune preuve ne montre sa culpabilité. Et aucune preuve ne vient non plus la contredire. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est donnée dans le film La Bête du Gévaudan de 1967, cette fois-ci. Si Jean Chastel était le chasseur de la bête, il reste une zone d'ombre. En effet, plusieurs chasseurs, avant Chastel, affirment avoir touché la créature au fusil. La bête s'est écroulée, puis s'est relevée, avant de s'enfuir indemne, qui est plutôt badass. Une théorie voudrait que la créature soit dotée d'une armure, comme les chiens de guerre à l'époque. En effet, les chiens étaient dressés au combat et portaient une cuirasse en peau de sanglier, ce qui expliquerait le rebond des balles sur sa peau, ainsi que son physique. En effet, la créature est décrite comme portant une crinière de bourre et une raie noire sur le dos. Ces deux éléments sont très caractéristiques d'un sanglier. Le cuir du sanglier, très dru et serré, est une protection très efficace, y compris contre les balles. Il pourrait s'agir d'une cuirasse non tannée. Cependant, on n'a pas retrouvé d'armure sur les cadavres des deux créatures. Est-ce que c'est une fausse théorie, ou bien son dresseur aurait-il enlevé l'armure? Si c'est pas un animal qui l'a tué, c'est peut-être un végétal. On ne peut affirmer avec certitude qu'un homme soit intervenu dans cette affaire. Cependant, on ne s'est pas penché sur la nature de la créature. Une théorie très populaire spécule qu'il s'agit d'un autre animal exotique qu'un félin. Il s'agirait d'une hyène. Qu'est-ce qui se passe? Je disais. Il
s'agirait d'une hyène. Elle aurait pu s'échapper d'une foire ou bien d'un convoi, car les princes de l'époque aimaient acheter des animaux exotiques. La hyène est également un animal facile à dresser, contrairement au loup. En effet, la hyène possède toutes les caractéristiques de la bête. Une crinière de bourre, une raie noire sur le dos, une queue touffue large et un museau aplati. En effet, elle est plus agile qu'un loup, et contrairement à lui, elle attaque souvent les humains. Au-delà de s'en prendre souvent aux femmes et aux enfants d'Orient et d'Afrique, elle est également capable de décapiter des humains. Même sans avoir de dresseur, ce Pokémon aurait pu agir seul. La créature tuée par Jean Chastel n'est pas une hyène. Considérons qu'il s'agit de la vraie bête, car c'est le seul fait réel que nous avons. Si on l'écarte, on n'a plus rien de tangible. La lecture des rapports d'autopsie exclut formellement qu'il s'agisse d'une hyène. En effet, sa dentition ne correspond pas. En 2016, une trentaine d'artisans ont reproduit une statue de la bête selon les mesures relevées sur le rapport d'autopsie de 1767. Il ne peut s'agir d'une hyène. Bon, nous avons deux animaux abattus. Le premier étant un gros loup, nous savons également qu'il y a eu plus d'une centaine de victimes en l'espace de 3 ans. En admettant qu'il y ait un ou plusieurs psychopathes qui ont profité de la situation, ainsi qu'une bête plus vindicative que les autres, ça fait quand même beaucoup de morts. La théorie la plus probable est qu'il s'agit d'une meute de loups. Et là vous allez me dire, mais t'es complètement con. Mais t'es complètement con. Alors toi t'interviens quand tu veux, hein. Alors, je sais, les loups n'attaquent pas l'être humain. Ils en ont peur. À l'époque, il y avait beaucoup plus de loups anthropophages qu'aujourd'hui, même si c'était des cas assez exceptionnels. Toutes les théories mettant en avant l'intervention humaine dans les crimes de la bête du Gévaudan sont de nature politique. En effet, en creusant un petit peu, on se rend compte que tous les écrivains modernes cités précédemment sont engagés au niveau écologique, notamment pour la réintroduction de nos jours du loup en France. Et je suis complètement pour la réintroduction. J'adore le loup, c'est mon animal préféré. D'ailleurs, regardez le logo de ma chaîne. Par contre, je n'aime pas l'idée de diffuser des théories du complot pour servir ce but. La théorie d'une meute de loups anthropophages couplée à une créature inhabituelle est selon moi la plus plausible. François-Antoine a tué un gros loup et les victimes y ont reconnu une des bêtes du Gévaudan. Il appartient désormais de savoir quelle est la race de la créature tuée par Jean Chastel. Je vous ai parlé du rapport d'autopsie fait sur la seconde bête et de la statue qui a été recréée en 2016, selon les mesures prises à l'époque. Elle atteste qu'il s'agit d'un animal que nous n'avons pas évoqué, un canidé d'un aspect inhabituel. Quel animal ressemble au loup, mais n'en est pas un? Un chien! Pas ce chien, hein, évidemment, mais plus ce chien. En réalité, les experts penchent pour un hybride entre le loup et le chien. Soit un berger car la bête avait des poils roux, fauves ou sable traversés de bandes noires. Le berger allemand, par exemple, peut avoir une fourrure au niveau du poitrail. J'avais également évoqué les chiens de guerre, ainsi que les cuirasses utilisées à l'époque. Durant ce siècle, on dressait des matins, appelés aujourd'hui des mastifs. Le berger allemand n'existait pas encore, mais des croisements assez proches ont déjà été effectués. Au XVIIIe siècle, certains hybrides, les mulets, étaient réputés assez instables et brutaux. La bête de Jean Chastel était donc très probablement un croisement entre un molosse et une louve. Pour conclure, il n'y a pas de preuve d'intervention humaine. Cependant, on n'exclut pas qu'un ou plusieurs psychopathes aient profité de l'occasion. Les attaques étant trop nombreuses pour un seul animal, il doit y avoir plusieurs coupables. Cependant, les analyses scientifiques ont prouvé que les deux créatures sont un loup ainsi qu'un chien hybride. Malgré mes recherches, je ne peux déterminer avec certitude les vrais coupables de l'affaire. Est-ce qu'il y a eu intervention humaine, Jean Chastel ou d'autres fous sadiques? Je vous invite à en débattre et à me donner votre version dans les commentaires. Attends, t'as pas parlé des autres théories moins connues, hein? Alors oui, j'ai dû choisir les théories les plus connues afin d'en débunker certaines. Tu rigoles, mais l'abbé Pourchet a même évoqué un loup-garou, une créature immortelle, capable de se transformer en homme, inexpressive, sans âme, morte à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est... C'était moi. Bien joué, les tourtereaux. Mais on n'est pas de la jaquette! La ferme, je vais devoir vous tuer. Mais pourquoi? Parce que... Putain, il est fort. Encore avec moi, ça. Observez ce qui est en dessous. Un hybride entre l'homme et l'animal. Oh, il y a d'autres! Arrêtez, pauvres mortels. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis la nuit. Je suis les ténèbres. Je suis... Batman! Ah! Il m'a mordu! Moi aussi. Ta mère!
Tu crois que c'est contagieux ça?